Excuse-moi, vous êtes bien Mister Bartray? Oui, pourquoi? Agent Johnny Potato, police nationale. Vous avez 3 fois la même carte. Oui, vous êtes très perspicace, j'aime ça. Bon, je vous demandais de m'accompagner, monsieur. Hors de question. Pardon? Non, mais hors de question que vous m'appelez monsieur, j'ai 15 ans, bordel de zut. Ah, d'accord. Je vous demandais de m'accompagner, jeune homme. Hors de question. Ah, mais ça vous convient pas non plus, jeune homme? Non, mais là, c'est juste que j'ai cours dans 10 minutes, donc je peux pas venir. Ah, merde. Bon, ben, on a qu'à dire qu'on se donne rendez-vous ici à 17 h, vous revenez et je vous explique tout le truc. Ok? Oui, c'est ça, tout à l'heure. Super. À tout à l'heure. Aujourd'hui nous allons parler... Et voilà, c'est donc ici que notre abruti tourne ses vidéos. Ah, c'est joli. Ça va, je vous dérange pas les mecs? Ah non, t'inquiète, hein, je fais juste visiter l'appart à monsieur. Oui bah vous faites ça sans me déranger, je suis en train de tourner une vidéo moi. Donc, aujourd'hui nous allons parler de 2 livres qui à première vue n'ont absolument rien à voir l'un de l'autre, d'autant plus que j'ai détesté l'un et adoré l'autre, mais qui pourtant tournent autour d'un même centre, une prise d'otage. Et on va commencer avec La Nuit du Renard. Ce livre est une horreur, mais je vais m'expliquer. Tout d'abord, ce livre est beaucoup trop long. Comme ma biologie, c'est assez ironique de dire qu'il est beaucoup trop long, puisqu'il ne fait que quelques centimètres d'épaisseur pour 250 pages. Mais c'est pourtant là le principal défaut du livre, l'histoire fait 40 putains de chapitres et peut être racontée en 3, je déconne pas. Tout le livre n'est qu'un rallongement de l'histoire qu'on étire le plus possible comme un élastique cosmique. Très jolie comparaison. Je suis désolé, mais prendre une page entière pour nous dire que machin il a bouffé un steak et s'est fait bousculer par une nana qui lui a souri, on s'en bat les coconuts. Ça nous intéresse autant quand tu nous as raconté ta soirée barbecue saucisse en Auvergne. Et là, tu vois, je lui dis, mais c'est pas possible, mais j'ai faim. Et il dit, mais non, mais elle est pas cuite. Sauf que moi, comme j'ai faim, et pas du... Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié de préciser un truc. L'histoire est nulle à chier. Reprenons le plus calmement possible depuis le début. Le livre nous raconte l'histoire de Steve et de Sharon, 2 journalistes amoureux l'un de l'autre. Steve a un fils, Niels, qu'il a eu avec Nina, son ex-femme décédée. Ron Thompson est un personnage qui n'a rien à voir avec l'histoire principale, si ce n'est qu'il est accusé du meurtre de Nina, l'ex-femme de Steve, faut suivre. Et du coup, il doit passer la chaise électrique. Et oui, c'est pas de bol. Ensuite, nous avons Renard, un psychopathe un peu fou, puis il y a les voisins de Steve, ainsi que la famille qui... Il y a beaucoup trop de personnages dans ce livre. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai confondu plusieurs personnages entre eux. Et si tu rajoutes à ça le fait qu'à chaque chapitre on change de point de vue de personnage, bah t'es complètement perdu. Mais je reviendrai sur ce concept un peu plus tard parce qu'il est assez intéressant. Revenons à l'histoire. Donc, alors que Steve comptait se remarier avec Sharon, Renard, le taré psychopathe, enlève Sharon et Niels et demande une rançon à Steve, qui correspond pile poil à son relevé bancaire. Quel curieux hasard! Je ne te le fais pas dire. L'histoire du coup, bah c'est juste ça. Dans tout le livre, on suit Steve et la police qui recherchent Renard, et de temps en temps on vient nous rappeler que Sharon et Niels sont certes enfermés dans une petite pièce sous la plus grande gare de la ville, mais que quand même ça va. Et puis merde quoi! Enfin je veux dire, quand les personnages sont aussi cons, mais c'est juste nul! Par exemple, à la fin du livre, le plan de Renard fonctionne à merveille. Il a récupéré son argent, il s'apprête à partir très loin, et il a même posé une bombe dans la pièce où sont enfermés Niels et Sharon pour les tuer. Mais il va quand même appeler Steve pour lui dire: Allô Steve, je suis Renard, le type complètement con qui a kidnappé ta meuf et ton gosse. Comme l'histoire est totalement nulle à chier et qu'on s'en bat les couilles de la logique, je vais te donner un indice sur là où sont enfermés Sharon et Niels. Je les ai enfermés dans une pièce cachée sous l'un des plus grands bâtiments de voyage ferroviaire de la ville, mais je doute que cela t'aide à les retrouver. Ok, merci poto, on se voit dimanche pour se boire une bière. Et puis c'est pas le seul personnage complètement con comme ça, non, il y a aussi Lali. Mais qui est Lali, me demandez-vous? Non. On s'en bat les couilles. Mais enfin, mais laisse-le finir. Merci Johnny. Donc Lali est une institutrice qui travaille en Alaska. Après avoir pris sa retraite, elle décide de venir prendre des vacances dans la ville où se déroule notre histoire. Mais en arrivant à la gare, sous laquelle, je le rappelle, Niels et Sharon sont enfermés, eh bien elle est tétanisée de peur par la foule. Ça s'appelle l'oclophobie. Sauf que cette stupide est tellement effrayée par le reste de la ville qu'elle va rester dans la gare et vivre en tant que SDF. La logique, où es-tu? Mais tu m'étonnes que quand tu vis à Saint-Fréjus-sur-Glace, 50 habitants, que dans la seule gare de la ville il y a un voyageur par mois et que le reste du temps on y croise un klebs une semaine sur 2, forcément quand t'arrives à New York, bah t'es choqué et déçu. Ta gueule. Mais de là à abandonner ta famille et le reste de ta vie pour devenir SDF dans une gare, ce qui on le rappelle n'est pas un mode de vie extra, mais il y a quand même une limite. Et un dernier exemple de stupidité ultime des personnages, et après je vais m'arrêter parce que sinon cette vidéo se sera appelée OMG je crache sur un livre, ça tourne mal. Donc ce qu'il faut savoir sur Lali, c'est qu'il y a une pièce sous la gare dans laquelle elle adore venir se reposer. Et bien je vous le donne en mille, cette pièce c'est celle où sont enfermés nos 2 protagonistes. Du coup vers la fin du livre, Lali veut se rendre dans cette pièce, mais Renard, qui par un éclair de lucidité s'est dit que ce serait peut-être un peu con de laisser s'enfuir un témoin, la poignarde dans le dos et Lali meurt après avoir ouvert la porte. La suite je vous la fais courte, hein. Steve et la police arrivent juste à temps pour sauver Sharon et Niels, ce con de Renard reste dans la salle avec sa bombe, bref, tout est bien qui finit bien. Ils auraient pu s'arrêter là. Ils auraient dû s'arrêter là. Mais non, en sortant, Sharon nous sort le plus gros mindfuck du livre. En gros, elle va nous dire, en parlant de Lali, oh, il faudra vraiment que l'on érige une statue à la gloire de cette femme. Elle nous a sauvé la vie. Elle a ouvert une porte. Mais pourquoi
putain, il est en train de péter un plomb, faut faire quelque chose. Ok, je m'en charge. Voilà, bien joué. Après on va bien étaler les côtés négatifs du livre, on va parler des côtés positifs. Mais s'il n'y en a pas beaucoup, on va faire avec. En fait, je dis pas beaucoup, mais il y a qu'un seul truc que j'ai trouvé bien dans ce livre, sa construction. J'en avais vaguement parlé tout à l'heure, mais là on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Plagiat le rire jaune. Ta gueule. Tout le livre est écrit depuis le point de vue omniscient. Et là, tous ceux qui n'ont rien retenu de leur cours de français de 4ème sont perdus. En gros, on distingue en littérature 3 types de points de vue. Le point de vue interne, externe et omniscient. Le point de vue interne, c'est quand le narrateur est l'un des personnages de l'histoire. L'histoire est donc racontée à la première personne et on nous décrit également les sentiments et les ressentis du personnage. Le point de vue externe, c'est l'inverse. Là, faut imaginer une caméra plantée dans le décor qui nous décrit simplement tout ce qu'elle voit. L'histoire est donc à la 3ème personne, mais on n'a aucune description des émotions des personnages. Et le point de vue omniscient, c'est un peu un mix des deux. L'histoire est racontée à la 3ème personne, mais on a également une description des pensées et des émotions des personnages. D'où le nom omniscient, tout savoir en latin. Donc l'histoire est racontée du point de vue omniscient. Et dans les livres, le point de vue omniscient se permet un peu d'aller là où il veut, même s'il reste principalement autour des personnages principaux. Et bien pas dans les en art. Dans ce livre, on change de point de vue personnage à chaque chapitre. Par exemple, dans le premier chapitre, on va suivre Steve, Charon dans le 2ème, Renard dans le 3ème, et ainsi de suite. C'est un bon concept, car ce système permet de tenir le lecteur en haleine. S'il y a un gros suspense à la fin d'un chapitre, et bien le suivant switchera sur notre personnage, et peut-être même celui d'après. Et parfois, on a même 2 chapitres qui nous racontent exactement le même passage de l'histoire, mais de 2 points de vue différents. Mais malheureusement, je trouve que ce concept est trop mal exploité dans ce livre. Je n'ai pas d'argument pour justifier ça, mais c'est juste que je pense qu'il pourrait être mieux utilisé. Et puis des fois, tu sens que l'auteur a vraiment besoin d'enchaîner 2 chapitres sur le même personnage. Du coup, il nous gaz un vieux chapitre d'une page sur un personnage qui n'a rien à voir avec l'histoire pour faire séparation. Pour résumer, ce livre aura été une grande déception pour moi. On avait dit beaucoup de bien de l'auteur, comme quoi il écrivait des livres avec un suspense incroyable. Mais en fait non. Elle a même réussi à nous faire une révélation à la Alien Covenant à la fin. À la fin du livre, on apprend que le véritable meurtrier de l'ex-femme de Steve n'est pas Ron Thompson mais Renard. Même ça ne surprend pas. Et comme Niels l'avait vu tuer sa mère, et Renard va essayer de le supprimer. Alors à ça, moi évidemment, j'ai envie de dire... Ah bah bravo Niels, super pour le meurtre de ta mère, génial, je te remercie. Pour conclure, ne lisez pas ce livre. Je n'ai pris vraiment aucun plaisir à lire ce livre, et c'est d'ailleurs le seul livre que j'ai lu pour lequel je me suis réellement forcé à le lire. Et je veux vous dire que se forcer à lire un livre, c'est vraiment pas agréable. Et bah sur ces belles paroles, moi je vais pisser. Ok super, merci de nous le faire savoir. Donc maintenant je vais parler de... Eh mec, hein, c'est qui lui? Je t'ai pas raconté? Non? Ah bon, bah attends. Tiens, prends ça. Qu'est-ce que c'est? Un flashback, t'as qu'à le lire et tu comprendras tout. D'accord, et je le lis comment? C'est écrit au dos. C'est une blague? Oui. Bon, et ça, je le lis comment? Bah juste tu le serres dans ta main, tu fermes les yeux et ça se passe tout seul. Ok. Ah, vous voilà. Ah, oui. Bonjour, je vous avais oublié. Donc, l'histoire, c'est qu'il y a en ce moment même une prise d'otage qui a lieu à Perpète-les-Bains. Ouais. Et du coup, d'après nos agents qui sont sur place... Attendez. Vous n'allez pas m'accuser d'être un des ravisseurs d'une prise d'otage qui a lieu en ce moment même à l'autre bout de la France. Ah non, vous inquiétez pas, hein. D'après nos agents, en fait, l'otage, ce serait vous. Quoi? Du coup, j'ai pour mission de rester avec vous pour vous protéger. Non mais vous êtes complètement con ou... Eh, on discute pas, hein. J'ai des ordres à respecter, moi, pour votre propre sécurité. Ce sera long? Aucune idée. Bon ok, vous venez, vous avez pas intérêt à me faire chier. Ok, pas de soucis. À présent, je vous parlais de S'enfuir, récit d'un otage. Cette BD dessinée par Delise raconte l'histoire vraie de Christophe André, qui en 1997, alors qu'il était en voyage humanitaire pour une ONG médicale dans le Caucase, se fait enlever par des inconnus qui vont le garder et demander une rançon à une association humanitaire. Tu réalises un peu le niveau de fils de puterie des gars. Et donc ce livre nous raconte comment est-ce qu'il a passé 111 jours, oui c'est long, enfermé quasiment tout le long dans la même pièce. Alors bien évidemment le livre ne savait pas précisément comment est-ce qu'il a passé tout ce temps-là, parce que 4 mois de vie répétitive c'est assez long et chiant. Mais ce qui est d'abord intéressant dans ce livre c'est sa construction. Tout le début du livre, sur les 30 premières pages, raconte comment est-ce qu'il s'est fait enlever. La fin du livre raconte comment est-ce qu'il est parti. Et entre les deux, tout, absolument tout, soit à peu près 400 pages, se passe dans la même pièce. Et cette pièce alors à quoi est-ce qu'elle ressemble? Et bien c'est une pièce vide avec un matelas, un radiateur auquel vous êtes menotté toute la journée, une fenêtre, condamné et une porte. Voilà, c'est tout. Maintenant imaginez-vous passer 3 mois là-dedans. On ne vous détache que pour manger 3 fois par jour du bouillon, tout matin, midi et soir. Vous allez faire vos besoins 1 fois par jour et vous vous laver 1 fois par semaine. Un peu comme les ados. Ce que j'essaie de vous faire comprendre à travers cette description, c'est pas que le gars a vécu un cauchemar et qu'il faut compatir, même si c'est un peu le cas, mais surtout que la BD arrive bien à nous faire comprendre ce qui se passe dans un univers comme celui-là.
c'est-à-dire absolument rien. Bah oui, vous êtes menotté à un radiateur dans une salle vide 24h/24, alors forcément il se passe rien. Thanks Captain Obvious. Et pour nous faire passer ce message d'inexistence absolue, l'auteur ne s'est pas contenté que simplement dessiner des cases vides d'action et de bulles. Parce que putain, la BD aurait été nulle à chier sinon. Pour nous faire comprendre ça, l'auteur a la plupart du temps dessiné des plans très larges, avec très peu de texte, écrit en tout petit, sur le dessus ou le dessous, laissant donc plus de place aux rien qu'aux actions. Et l'histoire ne nous raconte pas juste la vie d'un mec qui n'a rien fait pendant 3 mois dans une pièce vide, non. Elle nous raconte tout ce qui se passe dans la tête d'un otage, ses tentatives d'évasion, ses joies, ses peurs, le tout agrémenté de petites touches humoristiques par-ci par-là. Je ne vous dévoile pas la fin, ce serait con de vous spoiler un livre que pour le coup je vous incite à lire. Mais sachez juste que la manière dont il quitte les lieux à la fin nous vient dans une bulle de tension extraordinaire. Et oui, j'ai fait exprès d'utiliser le verbe quitter, comme ça vous ne savez pas s'il s'est enfui ou s'il a été libéré. Et bien c'est sur ce petit avant-goût que je vous laisse de ce livre que s'achève le 4ème épisode du coin. Alors oui, sa deuxième partie sur S'enfuir aurait été plus courte que la première, mais c'est parce que j'avais pas envie de vous spoiler en rentrant dans les détails. Le prochain épisode sera certainement un coin film, mais ça ne veut pas dire que je vais toujours suivre cet ordre, film, jeu, musique, livre. Ça dépendra un petit peu de mon humeur et de mon inspiration. Les gars, vous avez un dernier mot à dire avant la fin de la vidéo? Bonne journée, tardigrade. Allez, ciao.